S'il y a un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est bien celui du jeu de société. Les ventes ont augmenté de près de 10%. Chaque année sortent plus de 1000 nouveautés. En ce qui concerne les jeux de société, les Français sont très bien placés. Certains de nos jeux gagnent même des prix internationaux. Voilà que les jeux de société sont de sortie. On savait déjà qu'ils avaient battu des records de vente pendant le premier confinement. Ça continue. Éditeur et distributeur de jeux de société, Yellow est une entreprise française aujourd'hui mondialement connue et présente sur les 5 continents. Si l'éditeur lorrain propose aujourd'hui un large catalogue de plus de 200 titres, comment l'aventure Yellow a-t-elle débuté ? On a démarré l'activité en 2004 et notre premier métier, ça a été en fait la distribution de jeux de cartes à jouer à collectionner. Avec les plus prestigieux à l'époque, c'était Magic, Yu-Gi-Oh! On distribuait également du Pokémon sur certaines catégories de clients. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'aventure. Ensuite, je crois qu'on est resté dans nos appartements respectifs pendant 2 ans. Alors on utilisait les toilettes. Pour moi, c'était les toilettes qui servaient un peu de lieu de stockage. J'avais aussi aménagé des cartons derrière mon canapé. J'avais fait un espèce de second mur derrière mon canapé. Il y a un constat, c'est que dans le secteur de la carte à jouer et collectionner comme distributeur, on vivait une relation assez malsaine parce qu'on prenait beaucoup de risques, on faisait très peu de marge, les clients étaient très fragiles économiquement. Bon, on a eu du bol, les contrats ont toujours été renouvelés, on avait un savoir-faire qui était plutôt qualitatif, mais on se sentait un petit peu fragile et c'est vraiment en 2009 qu'on a choisi, c'est plus sous l'impulsion de Cédric, il faut le reconnaître, de se diversifier et d'aller justement vers le jeu de société. Après avoir développé son activité dans la distribution de cartes à jouer, Yellow diversifie son activité en proposant ensuite des jeux étrangers sur le marché français. Faire de l'édition de jeux de société, c'est quand même un métier un peu spécifique. Donc, avant de se lancer, en fait, on a fait ce qu'on appelle, nous, des localisations. Localisation, clairement, c'est on va aller chercher un jeu qu'on aime bien, qui a été édité par un partenaire à l'étranger. De façon tout à fait inopinée, je suis tombé sur un blog, parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup les blogs pour communiquer, de Bruno Feduti, qui parlait d'un jeu polonais qui s'appelait Neuroshima X. Et je me suis dit que ce serait tout simplement une bonne opportunité. En parallèle à ça, très vite, on avait cette volonté de faire nos propres produits. Je contacte des auteurs, je contacte Bruno Feduti, et je contacte un auteur qui jouit d'une énorme réputation, Richard Garfield. Voilà, Richard Garfield, c'est le papa de Magic l'Assemblée. C'est un jeu qui s'est vendu à des millions, peut-être milliards même d'exemplaires. Il est considéré comme intouchable, il est considéré comme inapprochable. Bon, je recherche tout simplement dans Google ou le moteur de recherche de l'époque Richard Garfield email. Je tombe sur un site et je lui envoie simplement un email. Et Richard me répond assez rapidement qu'il a un prototype dont personne ne veut, dont aucun éditeur ne veut. Il va voir pour le récupérer, alors c'était chez Ziman. On a reçu le prototype de King of Tokyo, je dirais en fin d'année 2009. Ce prototype-là, voilà, dans ce format-là, c'était vraiment le prototype de l'époque. Et on le laisse prendre la poussière pendant 2 semaines sur une étagère. Voilà, on n'y joue pas du tout. Et on l'a fait tester à Cannes, qui avait lieu donc en février 2010. On l'a fait tester pendant le festival Off, donc c'est un endroit où les gens jouent toute la nuit, etc. Et les parties se sont enchaînées. Et pour nous, c'était une évidence, quoi. Il fallait signer le jeu. Après Cannes, c'était une évidence. On signait King of Tokyo. On a mis en place des équipes, on a travaillé à créer un univers. King of Tokyo, ça raconte, c'est l'univers des kaijus, ces monstres qui sortent de la faille dans le Pacifique et qui détruisent les villes. Je pense le plus connu, ça reste Godzilla. Sur la thématique, on avait des doutes. Est-ce qu'il fallait la conserver, est-ce qu'il fallait en changer? Richard était assez intransigeant sur la question, c'est-à-dire que pour lui, il se voyait mal prendre un autre thème. Mais sur le style graphique, oui, on a testé des styles réalistes à la manière de ce qui se faisait un petit peu chez la concurrence. Et puis finalement, c'est Igor Polushin qui avait suggéré de prendre un angle manga européen, c'est-à-dire un peu la fusion du manga japonais, mais pas avec la touche, on va dire, européenne.
En France, le jeu a plutôt bien commencé. Il était un peu snobé par les magazines et la presse officielle. Je me rappelle de très mauvaises critiques dont je crois que c'était le jeu sur un plateau, qui n'avaient pas apprécié le jeu. Et pareil, à l'international, on avait vraiment les plus grandes peines du monde à convaincre les partenaires de faire le jeu. King of Tokyo, ça a été notre premier bébé, quelque part, parce que là, on avait vraiment les droits à l'international. C'est une création pure. Donc ça voulait dire que, contrairement aux localisations, où on n'a vraiment que les droits sur la langue française, donc là, sur King of Tokyo, on avait des droits internationaux. Donc pour nous, c'était une nouvelle aventure qui s'offrait à nous, finalement, parce que, voilà, on avait notre terrain de jeu, ça allait être le monde entier, cette fois-ci. Entre-temps, le jeu avait creusé son trou en France. Les ventes étaient excellentes. On essayait de convaincre des Américains d'éditer le jeu, c'est-à-dire qu'on se proposait carrément à ce qu'ils le fassent sous licence, et tous ont refusé. Le retour qu'on a eu, c'était toujours le même quasiment, c'est « votre jeu est génial, wow, your game is amazing, it's fantastic, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Mais dès qu'il sort dans le commerce aux États-Unis, je l'achète pour mon fils. » Patrice et moi, par lassitude, on s'est dit « bon bah très bien, on va entreprendre de le commercialiser en direct aux États-Unis. » Au début 2012, on a commencé à réfléchir, on s'est dit « bon, ben, tant pis, on va créer notre filiale là-bas. » Et on va le faire par nous-mêmes, puisque personne ne veut le faire. Très rapidement, ça a été assez fantastique. On était à plus de 100 000 ventes par an, voire même davantage, à tel point que l'un des éditeurs que j'avais rencontré à l'époque, ça devait être en 2012 ou 2013, m'avait dit « j'ai probablement qu'un seul regret dans ma vie, c'est d'avoir refusé King of Tokyo. » King of Tokyo est vraiment le jeu avec lequel on va commencer à travailler un marché. Quand on a King of Tokyo, on a des droits et des devoirs, je dirais, parce que c'est effectivement la meilleure IP de notre catalogue. Donc maintenant, on a la fierté de pouvoir dire qu'on a réussi à le distribuer sur à peu près, je dirais en langue, ça fait plus de 35 langues. On est toujours en train de l'implanter, puisqu'effectivement, on vient nous voir, on se bat un petit peu pour avoir King of Tokyo. L'an dernier, on a fêté les 10 ans du jeu, on en a vendu plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. C'est une belle histoire parce que ça a été une première expérience pour nous sur de l'édition. Et on a été très flattés parce que Richard Garfield, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a fait beaucoup de jeux, qui est quelqu'un de très humble. Il est même venu en février 2011 à Cannes pour le lancement du jeu. Il a vraiment aimé cette expérience-là et ça nous a aidés parce qu'il a été un peu un porte-parole pour nous, auprès des auteurs américains, pour dire en gros, Yellow, voilà, c'est des gens qui sont humbles, ils ont un vrai savoir-faire. Ils créent des univers, ils travaillent avec des artistes fantastiques, ils tiennent les délais, ils ont une production qui est plutôt qualitative. Donc voilà, ça nous a permis aussi derrière de mettre le pied à l'étrier sur l'édition. Puis depuis, maintenant, il y a beaucoup de jeux. Depuis en 10 ans, on en a fait pas mal. Ouais. Les jeux Yellow sont disponibles dans plus de 30 langues et sont distribués dans le monde entier grâce à un réseau de partenaires qui traduisent et adaptent les jeux aux marchés locaux. La présence de Yellow à l'international repose sur des relations fortes avec des dizaines de partenaires à travers le monde. On établit énormément de partenariats à travers la planète. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on doit sans cesse s'adapter à la maturité du marché, entre les marchés très matures, remplis de jeux de toutes parts, les marchés qui sont en voie de développement, et puis carrément les marchés émergents où le Monopoly ou le Cluedo sont les seuls jeux encore disponibles sur les marchés. Donc, la richesse du catalogue est un atout indéniable pour Yellow dans cette recherche et dans ses objectifs. On a la chance d'avoir des partenaires partout dans le monde. En Asie, ça se développe beaucoup en Asie. En Amérique latine, elle remonte beaucoup, l'Amérique du Sud, le Brésil, tous les pays de l'Amérique centrale. Tous les jours, on fait le tour du monde. On démarre avec les demandes de l'Asie. Plus la journée passe, plus les Sud-Américains ou les Américains arrivent. Pendant ce temps-là, on a parlé aux Européens. Enfin voilà, on fait le tour du monde tous les jours. Donc c'est passionnant. Depuis sa création en 2004, Yellow est devenu un acteur incontournable des localisations des jeux étrangers en français. Une activité qui a permis à l'entreprise de nouer des partenariats solides et durables à travers les années. Tout d'abord, on regarde ce qui se fait à l'étranger, les jeux qui fonctionnent le plus et les jeux qui peuvent correspondre le plus à notre catalogue. Et on évalue leur potentiel dans notre catalogue pour voir le potentiel de vente. On a des partenaires partout dans le monde.
Nos partenaires principaux, ce sont aussi nos partenaires historiques. Donc je pense bien entendu à CGE qui sont en République tchèque, qui ont la licence Codenames, qui est très importante pour nous et très importante pour le marché francophone, puisque ça a été pendant très longtemps le numéro 1 de jeux de société vendus en France, et maintenant ça reste entre le numéro 1 et le numéro 2. Donc on a des partenaires partout dans le monde, notamment en Allemagne avec Cosmos, qui est un de nos partenaires les plus importants, puisque nous avons beaucoup de titres Cosmos dans le catalogue. Je pense notamment à Andorre, qui a eu notre premier As d'or justement. Grâce à ce succès aussi à l'As d'or, derrière l'Allemagne, on était le premier marché au monde sur Andorre, même devant les États-Unis. Donc là aussi, plutôt gratifiant. Ça récompense vraiment toutes les équipes qui ont travaillé dessus, parce qu'il y a énormément de textes dans Andorre, c'est des aventures, c'est des histoires qui sont... Certes, le texte est sous la forme de cartes, grand format, mais il y a énormément de traductions, il ne faut pas se louper sur des adaptations. Pour moi, il y a deux types de réussite pour localiser un jeu. Il y a premièrement la réussite commerciale, c'est-à-dire que, mais là du coup c'est pour un jeu qui est plus grand public, sur lequel on arrive à avoir des volumes conséquents. Mais il y a aussi la réussite au niveau de l'image, où il y aura des titres que parfois on localise, où on fait de plus petits tirages, mais qui sont par exemple très experts, vraiment pour un marché qui n'a pas beaucoup de solutions pour le moment. Et donc ça aussi, même si on n'en fait que 3000 ou 4000, ça peut aussi nous aider à valoriser la marque parce qu'on a pris le risque et on a fait quelque chose d'unique. Conscient qu'une attente est de plus en plus présente dans le secteur du jeu de société enfant, Yellow lance son propre studio d'édition de jeux pour enfants, Loki. En 2016, avec Cédric, on a fait ce choix d'aller sur le terrain des jeux enfants. Il se trouve qu'on voulait des jeux qui représentent plusieurs caractéristiques. D'une part, qu'il y ait des mécaniques ludiques qui puissent amuser autant les enfants que les adultes autour de la table, autour d'une notion vraiment de plaisir, mais aussi d'immersion, parce qu'on cherchait des univers graphiques très distincts de ce qui existait déjà sur le marché. Et enfin, avec une qualité au niveau du matériel qui permettent de la rejouabilité et l'appréhension des enfants sur du long terme. On a beaucoup galéré avec Aurélie, qui était la chef de projet qui a piloté le lancement de la gamme en interne, pour trouver un nom sur des approches qui soient locales, avec Mirabel Jeux ou Mirabel Édition, d'autres choses qui étaient tout aussi peu convaincantes. Et puis finalement, j'ai dit à Aurélie, on a une mascotte dans les locaux, c'est Loki, le chien de Patrice. Les corgis sont un peu à la mode, on en voit un peu partout. On n'a qu'à reprendre ce nom-là, qui a le mérite d'être très court, d'être distinctif, et en plus d'avoir une mascotte qui soit toute conçue, toute désignée. C'est venu, l'idée elle est toute bête, mais la graphiste qui avait dessiné la mascotte, elle avait vu une vidéo c'est devenu presque un mème. En fait, c'est des corgis qui sont dans un toboggan et qui sautent dans la piscine en fait. Et du coup, voilà, elle a eu l'idée de lui mettre une petite cape, de l'habiller, et c'est là qu'est né le Loki. C'était devenu presque une évidence pour nous que c'était la bonne voie pour développer une marque différente. Et destiné vraiment à aussi des consommateurs différents. On n'aime pas trop parler de côté éducatif sur les jeux Loki, mais en fait, sous couvert de choses ludiques, en fait, tous ces jeux-là ont des vraies spécificités pour développer la motricité, la reconnaissance des formes, des couleurs, etc. À titre personnel, ça a été un moment assez fort dans cette histoire de Yellow Loki, parce qu'on l'a sorti volontairement aussi sur le festival de Cannes, et là de voir des tout petits gosses prendre du plaisir, jouer, c'était assez émouvant. Ouais. Le marché du jeu de société a connu une forte évolution ces dernières années. Mais quels sont les challenges pour les années futures ? Avant le Covid, il y avait déjà cette tendance à l'émergence du jeu adulte et de l'assumer complètement comme une raison d'activité à la maison pour se divertir entre amis. Quand on a Quirkle à son catalogue jusqu'à Yellow Expert et maintenant Loki qui a pour vocation de divertir aussi les familles et les plus jeunes, on a ce spectre très très large de clientèle, mais aussi de typologie de jeu, sans arrière-pensée, sans forcément d'archétype ou d'idée qu'on va prendre ce qui marche déjà et le transformer. Non. Il faut être à la recherche justement de cette mécanique qui fera la différence, que ça soit
une revisite d'un classique, mais aussi d'un produit complètement révolutionnaire, comme on l'a déjà montré, quoi. La recette d'un bon jeu, alors c'est une recette qu'on essaye d'appliquer et qui... C'est un pari, effectivement, on n'est pas sûr que ça fonctionne à chaque fois, mais c'est trouver le bon jeu pour le bon public. Sur le marché francophone, Yellow, à l'année, ça représente environ une 50aine de sorties en incluant les localisations. Et pour les créations vraiment en interne, ça va être une dizaine de sorties. 2023 et les années futures, l'idée c'est de continuer à prendre le relais de ce qui a été fait et initié depuis quelques années et de continuer à souffler sur ces braises-là pour faire passer encore un step et d'amener le jeu de société comme un bien de consommation courant, qu'on soit famille ou entre amis ou avec les grands-parents. La démarche là, c'est de janvier jusqu'à fin décembre, faire en sorte que régulièrement on achète le jeu de société comme on achète ou consomme de la série ou on consomme du cinéma, exactement de la même manière. Ça c'est notre travail et c'est notre mission.